c'est Florence Noble qui va venir nous faire sa présentation. Alors Florence Noble est neurobiologiste, elle est directrice de recherche au CNRS dans l'unité de neuropsychopharmacologie des addictions. C'est ça, Florence ? Le travail de son équipe porte essentiellement sur la détermination des bases moléculaires de la dépendance, mais également depuis quelques années sur la recherche de nouvelles cibles thérapeutiques. Alors là encore, Florence Noble est très connue. Elle est membre de plusieurs sociétés savantes et avec son équipe, elle a publié plus de 100 articles référencés, a rédigé également de nombreux chapitres de livres et fait beaucoup de présentations lors des congrès nationaux et internationaux. Et pour le colloque du flyer d'aujourd'hui, Florence va nous parler de la dysrégulation du système opioïde dans la dépendance aux opiacés. Merci pour cette introduction et je voudrais aussi remercier donc le flyer pour l'invitation aujourd'hui. Donc effectivement, je vais vous faire une présentation qui va être un peu différente de tout ce que vous avez entendu aujourd'hui puisqu'on va s'éloigner un peu quand même de la clinique, étant neurobiologiste et absolument pas clinicienne ou même pas pharmacienne. Donc voilà, donc c'est des études très fondamentales et je vais vous parler aujourd'hui donc de la régulation, en particulier du récepteur opioïde de type mu, donc sur lequel les opioïdes peuvent agir et entraîner les phénomènes de tolérance et de dépendance. Alors, je suis mauvaise élève, j'ai oublié ma diapositive de lien d'intérêt, donc pour vous informer, donc je reçois une rémunération pour mon intervention aujourd'hui, mais sinon je n'ai aucun autre lien d'intérêt avec les industries. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, quand on parle du système opioïde, donc on parle bien sûr des récepteurs opioïdes. Comme vous le savez sans doute, il y a 3 grandes familles de récepteurs opioïdes, les récepteurs mu, delta et kappa. Donc les molécules, les agonistes opioïdes sont capables d'agir sur ces différents récepteurs et vont entraîner des réponses pharmacologiques. Si on active les récepteurs opioïdes de type mu, on a des réponses antinociceptives analgésiques relativement importantes. On a également une dépression respiratoire importante et des phénomènes, des mises en place de dépendance aussi importantes. Les récepteurs kappa sont essentiellement impliqués dans les effets dysphoriques des opiacés et les récepteurs delta ont une pharmacologie un peu plus fine, je voudrais dire, et essentiellement une action au niveau de dépression respiratoire, mais également dépression d'un effet dépressif. Donc on va s'intéresser essentiellement aux récepteurs opioïdes de type mu aujourd'hui. Je vais vous montrer comment ces récepteurs peuvent être régulés suite à une exposition répétée avec des agonistes exogènes. Alors, il y a différents types d'agonistes exogènes. Il ne faut pas penser que tous les agonistes sont équivalents, même s'ils se fixent sur la même cible pharmacologique, le récepteur opioïde de type mu. La régulation de ce récepteur sera très différente en fonction de l'agoniste qui va aller stimuler ce récepteur. Donc, il y a différentes classes de ligands exogènes capables d'activer les récepteurs opioïdes de type mu, des ligands de type naturel comme la morphine ou la codéine, des ligands de type semi-synthétique comme l'hydrocodone, l'oxycodone ou l'héroïne, et également des ligands totalement synthétiques comme la méthadone et le fentanyl. Donc, tout au long de mon exposé, on retrouvera ces différents ligands qui sont donc capables d'agir tous sur la même cible pharmacologique, le récepteur opioïde mu, mais on verra par la suite que les conséquences de la liaison de ces différents agonistes sur le récepteur mu peuvent être différentes. Donc tout d'abord, pour bien vous situer le paysage, il faut comprendre que les récepteurs opioïdes, comme d'autres récepteurs qui sont de la même famille, suivent en fait tout un cycle de régulation. Une fois qu'ils sont activés par l'agoniste, en fait, ils deviennent dans un état qui est un peu inactif. Et pour revenir à un état actif, le récepteur doit suivre tout un processus intracellulaire qui est un peu complexe, mais que je vais essayer de vous simplifier. Donc, quand l'agoniste se fixe sur le récepteur opioïde, donc on va avoir activation des voies de signalisation intracellulaire grâce à l'activation de ce qu'on appelle les protéines G, représentées ici.
Il y a également un certain nombre de mécanismes intracellulaires qui vont se mettre en place, en particulier le recrutement de kinases qui vont permettre la phosphorylation du récepteur, donc on est à l'étape 2. Une fois que le récepteur est phosphorylé, il va y avoir l'attraction d'un certain nombre encore de protéines intracellulaires qui vont venir se fixer sur le récepteur phosphorylé. Et une fois que ces protéines se sont fixées au récepteur phosphorylé, on va avoir un mécanisme d'invagination en fait de la membrane synaptique là où on a le récepteur pour avoir une internalisation de ce récepteur dans la cellule où là il pourra être déphosphorylé avant de retourner à la membrane, d'être recyclé au niveau de la membrane sous une forme active où il pourra de nouveau être activé par l'agoniste et donc continuer comme ça le processus de signalisation intracellulaire. Donc ça, c'est le mécanisme de régulation assez classique des récepteurs qu'on appelle couplés aux protéines G, puisqu'il y a des protéines G qui sont importantes dans la signalisation. Et donc, les récepteurs opioïdes de type mu appartiennent à cette famille de récepteurs et suivent ce processus de régulation intracellulaire. Alors, je vais vous parler de 3 grands types de mécanismes. Le mécanisme d'internalisation des récepteurs, le mécanisme de désensibilisation de ces récepteurs et également un mécanisme de sensibilisation, pas des systèmes opioïdes, mais de systèmes autres que le système opioïde. Et vous verrez que ces 3 mécanismes, internalisation, désensibilisation, sensibilisation, sont des mécanismes impliqués dans les phénomènes qu'on appelle donc de tolérance et également les phénomènes de dépendance. Alors commençons par d'abord l'internalisation des récepteurs opioïdes après une stimulation par des agonistes. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, il y a différents agonistes de nature différente qui vont tous agir sur le récepteur, mais la conséquence de la liaison de ces agonistes sur le récepteur peut être totalement différente, et en particulier en termes d'internalisation des récepteurs opioïdes. Donc, sur cette diapositive, vous avez marqué, en fait, vous voyez ce qui est en blanc sur cette diapositive, donc vous avez des cellules, et en blanc, c'est les récepteurs opioïdes marqués avec des molécules fluorescentes. Donc dans cette étude, les auteurs ont utilisé 4 ligands différents, qui sont des ligands qui se fixent sur le récepteur opioïde de type mu, donc le damgo, la morphine, la méthadone et la pentazocine. Tout d'abord, lorsque les cellules ne sont pas stimulées par ces agonistes, on voit bien, vous voyez sur les photos du haut, les membranes des cellules sont très fortement marquées, c'est ce que vous voyez en blanc. C'est ce que vous voyez en blanc. Par contre, après 30 minutes d'exposition de ces cellules avec les agonistes opiacés, vous voyez qu'avec la morphine, donc, il y a toujours un marquage très fort au niveau de la membrane cellulaire, donc les récepteurs restent au niveau de la membrane. Par contre, avec le damgo ou la méthadone, vous voyez que les membranes cellulaires sont beaucoup moins marquées. Par contre, il y a un marquage très fort à l'intérieur de la cellule. Donc ça veut dire tout simplement qu'en fait, après stimulation du récepteur par le damgo ou par la méthadone, il y a eu internalisation de ce récepteur dans la cellule et on n'a plus le récepteur au niveau de la membrane. Alors ces images obtenues en microscopie confocale peuvent être quantifiées et on voit donc bien, donc je vous ai souligné en rouge l'internalisation des récepteurs en fonction de la concentration qui est émise du ligand opioïde. Donc en rouge, les résultats obtenus avec la méthadone. On voit qu'on a une internalisation des récepteurs opioïdes relativement importante puisque 50% des récepteurs opiacés se retrouvent à l'intérieur de la cellule et ne sont plus à la surface de la cellule. Par contre, avec la morphine, on a une internalisation beaucoup plus faible, 10% seulement des récepteurs sont internalisés suite à une stimulation par donc, la morphine. Donc c'est la courbe verte. Quelle est la relation maintenant? On sait qu'il y a internalisation du récepteur de façon différente en fonction de l'agoniste utilisé, mais quelle est la relation entre tolérance, par exemple, à une réponse douloureuse et internalisation de ces récepteurs? Donc, j'ai pris les résultats qui ont été publiés dans une revue américaine. Donc, les résultats dans cette revue rapportent des résultats. Donc, les résultats sont obtenus sur un test de douleur réalisé chez l'animal, qui est une source lumineuse à chaleur radiante au niveau donc, de la queue de l'animal. Et quand l'animal sent la douleur, il retire en fait sa queue du faisceau lumineux.
Donc les animaux ont été traités avec des administrations répétées de morphine 2 fois par jour pendant 5 jours et les auteurs ont mesuré la réponse analgésique, donc en utilisant ce test du retrait de la queue, le premier jour de traitement et après 5 jours de traitement avec la morphine. Donc tout d'abord, les réponses analgésiques obtenues après donc, le premier jour de traitement. Donc ils ont utilisé la méthadone et la morphine, bon, avec des doses de 5 mg kg. On ne peut pas faire un lien direct avec les doses chez l'homme, mais c'est les doses classiques utilisées chez les rongeurs. Donc ils obtiennent, après un jour de traitement, la même réponse analgésique avec la méthadone et la morphine. Par contre, après 5 jours de traitement avec ces molécules, donc, vous voyez sur cette diapositive les résultats obtenus. Donc, avec la méthadone, on obtient la même réponse analgésique à 5 jours par rapport au premier jour. Il n'y a pas d'apparition de tolérance à la réponse analgésique. Par contre, avec la morphine, on voit qu'il y a une diminution très forte de la réponse analgésique obtenue au 5e jour par rapport au premier jour. Et cette diminution de cette réponse pharmacologique et ce qu'on appelle en fait la tolérance à la réponse douloureuse. Donc, on avait vu précédemment que la méthadone était capable d'internaliser les récepteurs opioïdes, la morphine est incapable d'internaliser les récepteurs opioïdes, et on voit en réponse comportementale que la morphine entraîne une tolérance, alors que la méthadone n'entraîne pas de tolérance. Donc apparemment, on peut dire qu'il y a sans doute un lien entre internalisation des récepteurs et mise en place du phénomène de tolérance. Qu'en est-il en termes de dépendance ? Alors on va parler de dépendance physique, de manifestation physique d'un syndrome de sevrage chez les animaux donc exposés chroniquement à la morphine et auxquels on injecte de l'analoxone pour provoquer des manifestations physiques de syndrome de sevrage. Donc on peut quantifier ces manifestations physiques de façon assez simple chez le rat, puisqu'en fait on peut voir des phénomènes de piloérection, des phénomènes d'ébrouement, des mastications, enfin, un certain nombre de paramètres facilement quantifiables, et on calcule un score pour les animaux donc, et un score de sevrage. Donc sur cette diapositive en blanc, vous voyez les animaux traités chroniquement à la morphine qui ont un score de sevrage très important lorsque l'on leur injecte de l'analoxone, donc des manifestations physiques de sevrage importantes. Par contre, des animaux traités avec du Damgo ou de la méthadone, on a un score de sevrage qui est très faible, donc dans les conditions expérimentales utilisées dans cette étude, bien sûr. Donc là encore, il semble qu'on ait une relation entre internalisation des récepteurs opioïdes et manifestation d'une dépendance physique et apparition des syndromes de sevrage. Alors, la question bien sûr qu'on peut se poser maintenant, c'est peut-on faciliter l'internalisation des récepteurs opioïdes mu suite à une stimulation de la morphine? Et si on facilite cette internalisation, est-ce qu'on peut diminuer à ce moment-là les effets de tolérance et de dépendance observés normalement avec la morphine? Donc de nouveau une expérience de microscopie où vous pouvez voir la localisation des récepteurs opioïdes de type mu, donc c'est ce que vous voyez en blanc sur ces diapositives. Donc les résultats ici sont obtenus, donc la ligne du haut c'est des cultures de cellules et sur les deux lignes du bas c'est des expériences qui ont été réalisées ex vivo, donc des animaux traités avec la morphine ou la méthadone ou morphine plus méthadone, et donc étude des récepteurs dans différentes structures cérébrales comme la substance grise périaquéducale, la ligne du milieu qui est une structure qu'on sait être impliquée dans les phénomènes de dépendance physique, et dans la ligne du bas, l'expression des récepteurs, la localisation des récepteurs dans l'aire tegmentale ventrale qui est une structure fortement impliquée dans les phénomènes d'addiction. Donc, dans cette étude, les auteurs ont utilisé donc la morphine seule, la méthadone seule ou l'association morphine plus méthadone. Donc la morphine seule utilisée à une concentration relativement importante, là c'est la figure de gauche, vous voyez que les récepteurs restent quand même au niveau membranaire, on a le marquage blanc essentiellement au niveau de la membrane des cellules. La méthadone, dans cette expérience, est utilisée à une dose très faible, qui est une dose où on commence à voir une petite internalisation des récepteurs opioïdes, mais elle n'est pas massive. Et vous voyez ici que les membranes sont un peu plus floues
que dans le cas de la morphine seule. Donc c'est des doses faibles de méthadone qui permettent juste d'initier peut-être un phénomène d'internalisation du récepteur. Et enfin, les photos de droite, c'est l'association des mêmes doses de morphine et de méthadone. Et vous voyez là que cette association morphine-méthadone, on a une internalisation, on peut observer une internalisation des récepteurs opioïdes, puisqu'on a en fait le marquage qui se retrouve au niveau intracellulaire et qui n'est plus du tout au niveau membranaire. Donc oui, on peut faciliter l'internalisation des récepteurs opioïdes mu suite à une stimulation de la morphine en ajoutant dans le milieu un petit peu de méthadone qui va permettre de faire en fait déclencher le système d'internalisation des récepteurs opioïdes. Donc on peut faciliter cette internalisation. Maintenant, qu'en est-il en termes de réponse, de développement, de tolérance et de dépendance lorsque l'on traite les animaux chroniquement avec de la morphine plus de la méthadone? Alors tout d'abord, les réponses en termes de tolérance analgésique. Donc vous avez la courbe noire qui représente les résultats obtenus avec une quantité de méthadone 50 mg dans cette étude, qui est une dose relativement faible, qui ne donne pas de réponse analgésique chez l'animal dans ces conditions. En rouge, vous avez la courbe obtenue avec la morphine. Donc une réponse analgésique très forte au premier jour de traitement. Puis, lorsque l'on continue le traitement, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, on voit que la courbe est en phase décroissante. On a apparition petit à petit du phénomène de tolérance, c'est-à-dire avec la même dose de morphine, les animaux répondent moins à cette dose analgésique de morphine. Donc avec la méthadone, pas de réponse pharmacologique puisqu'on est à dose faible. Avec la morphine, une tolérance, une réponse analgésique, mais une tolérance qui se met en place relativement vite. Lorsque on co-administre morphine et méthadone, les résultats sont relativement clairs et sont illustrés sur cette diapositive. Donc vous voyez que la courbe verte, donc la morphine plus de la méthadone à 50 mg, vous voyez qu'il y a une absence, enfin la tolérance n'apparaît pas. La réponse analgésique observée chez les animaux est la même, que ce soit 1 jour de traitement, 2 jours, 3 jours, 4 jours ou 5 jours de traitement. Donc en mettant des petites quantités de méthadone avec des fortes doses de morphine, on peut diminuer l'apparition de l'effet de la tolérance à la réponse antinociceptive. Donc dans cette étude, ils ont utilisé également d'autres doses de méthadone, 20 mg, donc une dose encore faible, et là aussi, c'est la courbe bleue, on a totalement bloqué l'apparition de la tolérance à la morphine. Par contre, si on diminue trop les doses de méthadone, 5 mg, c'est la dose violette, là par contre, on n'est plus capable de bloquer cette apparition de la tolérance opiacée, sans doute que la quantité de méthadone mise n'est pas suffisante pour déclencher l'internalisation des récepteurs opioïdes. Donc ça, c'est pour les réponses analgésiques et le développement de la tolérance. Qu'en est-il en termes de dépendance physique? Donc, on traite les animaux chroniquement avec la morphine et on déclenche un syndrome de sevrage avec l'injection de l'antagoniste opioïde naloxone. On calcule un score de manifestation de syndrome de sevrage. Donc, en rouge, vous avez le résultat obtenu avec la morphine, une dépendance physique importante. En noir, le résultat obtenu avec la méthadone, donc on est toujours à dose faible, donc pas de manifestation physique après administration de naloxone. Et lorsqu'il y a co-administration de morphine et de méthadone à ces doses faibles, donc en vert et en bleu, vous voyez que des doses de 50 et de 20 mg de méthadone permettent de bloquer là encore, le développement de la dépendance physique chez les animaux lorsqu'ils sont co-traités, donc avec ces doses de méthadone et de morphine. Donc on voit qu'il y a une différence significative très importante entre l'histogramme rouge et l'histogramme vert et bleu, par exemple. Là encore, lorsque les doses de méthadone sont trop faibles, c'est l'histogramme violet, complètement à droite, on n'est pas capable de bloquer l'apparition, le développement de cette dépendance suite à une administration chronique de morphine. Donc pour conclure sur cette partie, lorsque l'on peut induire une internalisation des récepteurs opiacés et que l'on utilise quand même la morphine comme agoniste opioïde, on est capable de diminuer l'apparition des phénomènes de tolérance et des phénomènes de dépendance à la morphine. Donc cette internalisation des récepteurs opiacés est quelque chose de très important dans la mise en place de ces phénomènes observés.
Alors pour compléter cette étude, en termes d'internalisation des récepteurs, donc il y a des chercheurs qui ont construit en fait différents types de récepteurs opioïdes, donc de récepteurs mu, des récepteurs mutés, et en particulier il y a un récepteur qui est relativement intéressant, qui est le récepteur qu'ils ont appelé DMOR, qui, lorsqu'il est stimulé par l'agoniste, quel que soit l'agoniste et donc même la morphine, ce récepteur est capable de s'internaliser et après va suivre une voie de dégradation, donc ne revient pas quand même à la membrane cellulaire pour être réactivé par un agoniste. Donc, quels sont les résultats obtenus sur ces récepteurs mutés ? Donc, tout d'abord, des études de tolérance à la réponse analgésique. Donc, les animaux sont traités avec de la morphine pendant 7 jours. Vous avez en noir les animaux avec le récepteur sauvage et en gris les animaux avec le récepteur donc muté, le récepteur DMOR, qui peut être internalisé. Donc, vous voyez que la tolérance apparaît très rapidement pour les animaux qui possèdent le récepteur muté, le DMOR, puisque dès 3 jours de traitement à la morphine, on a une diminution de la réponse analgésique à la morphine. Par contre, chez les animaux sauvages, vous voyez qu'à 3 jours, il n'y a pas de différence significative par rapport à la réponse analgésique obtenue au premier jour. Et petit à petit, donc, la tolérance se met en place ensuite à 5 jours, à 7 jours chez les animaux avec le récepteur sauvage et continue à s'accentuer chez les animaux qui ont le récepteur muté. Donc, avec ce récepteur muté, on a une tolérance qui est plus rapide que celle observée avec le récepteur sauvage et également plus importante que celle qu'on peut observer avec le récepteur sauvage. Alors, cette tolérance peut s'expliquer par le fait qu'une fois que le récepteur est internalisé avec la stimulation à la morphine, en fait, ce récepteur ne peut pas revenir à la membrane synaptique et est de nouveau activé par l'agoniste pour continuer à donner une réponse pharmacologique, mais va vers une voie de dégradation. Donc, on perd des récepteurs, donc on a une réponse pharmacologique qui est de moins en moins importante, ce qui est relativement logique. Alors effectivement, ça a été quantifié par ce qu'on appelle des expériences de liaison et on voit que, bon, le tableau est un peu difficile à lire, mais l'important c'est qu'en fait, on voit qu'il y a de façon très nette une diminution de la quantité des récepteurs opioïdes, donc DMOR, le récepteur muté, à la membrane synaptique, alors que par contre, chez les animaux sauvages, qui ont le récepteur opioïde sauvage, il n'y a absolument aucune différence en termes de densité de récepteurs à la membrane synaptique. Donc cette perte de récepteurs opioïdes à la membrane synaptique peut très bien expliquer la tolérance observée chez les animaux qui possèdent ce récepteur muté, mais par contre ne peut pas observer la tolérance que l'on observe chez les animaux sauvages, puisque la quantité de récepteurs à la membrane reste la même. Donc, comment expliquer cette tolérance chez les animaux sauvages ? Alors, si on reprend le schéma que je vous ai présenté au début du cycle de régulation des récepteurs opiacés, donc le récepteur est activé par l'agoniste, il y a activation des voies de signalisation intracellulaire qui permettent d'avoir la réponse pharmacologique que l'on observe, mais cette réponse pharmacologique, l'étape importante, c'est le couplage, qu'on appelle le couplage entre le récepteur lui-même et la protéine G, puisque cette protéine G, c'est elle qui va permettre l'initiation des cascades intracellulaires, donc plein de choses qui se passent au niveau de la cellule, mais c'est ces choses qui se passent au niveau de la cellule qui sont importantes pour la réponse pharmacologique. Donc une étape importante, c'est ce couplage entre le récepteur et la protéine G. Et en fait, une hypothèse pour expliquer la tolérance, ce serait ce qu'on appelle la désensibilisation, qui est tout simplement un découplage entre le récepteur et la protéine G. Donc si ce couplage entre les deux ne se font plus, on n'a plus activation des voies de signalisation intracellulaire et donc plus de réponse pharmacologique. Donc est-ce que, effectivement, chez les animaux sauvages, chez lesquels on voit l'apparition de tolérance, est-ce qu'on peut expliquer cette tolérance par cette désensibilisation, ce découplage entre le récepteur et la protéine G ? Alors, on peut étudier ce couplage assez facilement au laboratoire en utilisant une molécule radioactive qu'on appelle le GTP gamma-S, et on peut suivre effectivement l'efficacité de couplage entre le récepteur et sa protéine G.
Donc, ce que l'on observe sur cette diapositive, donc, lorsque l'on regarde chez les animaux sauvages qui ont le récepteur opioïde sauvage, il n'y a pas en fait de différence dans l'efficacité de couplage du récepteur avec la protéine G après exposition répétée du récepteur par la morphine par rapport à des animaux naïfs à la morphine. Donc, a priori, la tolérance que l'on voit avec la morphine chez les animaux sauvages n'est pas due, de nouveau, à cette désensibilisation, à ce découplage entre les protéines G et le récepteur opioïde. Par contre, pour les animaux qui ont le récepteur muté des morts, là, on voit un découplage entre le récepteur et la protéine G. Et donc, on peut, là encore, expliquer sans doute la tolérance très importante observée chez les animaux qui ont le récepteur muté par ce phénomène de découplage, de désensibilisation. Donc, si on résume ces résultats obtenus sur les animaux qui expriment le récepteur muté par rapport aux animaux qui ont le récepteur sauvage de type mu, donc la tolérance très forte observée chez les animaux qui ont le récepteur des morts, donc le récepteur muté, peut venir aussi bien d'une diminution des récepteurs opioïdes à la membrane et également d'un découplage entre les récepteurs et les protéines G. Par contre, chez les animaux sauvages, on a toujours notre problème, puisqu'ils développent quand même une tolérance à la morphine suite à une administration répétée de morphine, mais ce n'est pas dû à une diminution des récepteurs opioïdes au niveau de la membrane, et ce n'est pas dû à une modification, à une perte d'efficacité de couplage entre le récepteur et la protéine G. Donc, comment peut-on expliquer ce phénomène de tolérance chez les animaux donc, qui ont le récepteur opioïde de type sauvage? Donc, a priori, la majorité des gens ont également comme récepteur. Donc, il y a d'autres mécanismes qui interviennent. Alors, quels sont ces mécanismes? Et c'est là qu'on va venir dans la dernière partie de l'exposé, qui est donc les phénomènes de sensibilisation d'un certain nombre de systèmes. Alors, je ne vais pas parler maintenant des récepteurs opioïdes eux-mêmes, mais en fait d'autres systèmes de neurotransmetteurs qui jouent des rôles importants dans toutes les réponses pharmacologiques que l'on voit, que ce soit en analgésie ou que ce soit en termes de dépendance. Sensibilisation, donc je vais parler de ce qu'on appelle les systèmes opposants et également sensibilisation d'autres systèmes de neurotransmetteurs. Alors tout d'abord, les systèmes opposants. Donc c'est une hypothèse qui est une hypothèse relativement ancienne, qui a été évoquée par Solomon et Corbett en 1974. Donc en fait, la réponse pharmacologique que l'on voit est une réponse globale. Et sous cette réponse, il y a un certain nombre de processus sous-jacents. Et par exemple, pour une réponse analgésique, on peut très bien avoir une réponse A qui est une réponse vraiment analgésique, mais on peut également avoir une réponse B qui serait plutôt une réponse hyperalgique. Mais nous, ce qu'on voit, c'est la réponse globale et donc la réponse observée. Donc avec les opiacés, est-ce qu'effectivement on a une analgésie qui serait très forte et également une autre réponse qui serait plutôt une réponse hyperalgique, et à un moment, est-ce qu'on a rupture de l'équilibre analgésie-hyperalgie? Alors, des études réalisées par une équipe bordelaise ont bien démontré en fait ce phénomène de système opposant dans le cas de la douleur, donc en utilisant le fentanyl chez le rat. Donc, ils ont injecté le fentanyl chez le rat. Vous voyez au départ une réponse analgésique très forte, c'est la courbe du haut. Et après cette réponse analgésique qu'ils ont observée, ils ont vu une petite réponse hyperalgique chez les animaux, donc ce qui est représenté en fait en vert sur ce diagramme. Donc ça, c'est au premier jour d'administration de fentanyl. Lorsqu'ils ont répété les administrations de fentanyl chez les animaux, ils ont observé que la réponse analgésique observée tout au début après l'administration de fentanyl était la même après 6 jours de traitement, après 15 jours de traitement. Il n'y a pas de modification dans l'intensité de cette réponse analgésique. Par contre, comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, la partie verte devient de plus en plus importante. C'est l'effet hyperalgique. Donc en fait, on a une augmentation de cette réponse hyperalgique lorsque l'on fait des administrations répétées de fentanyl.
Donc si on somme cet effet analgésique avec cet effet hyperalgique, petit à petit, vous voyez bien qu'en fait, comme on a une réponse hyperalgique de plus en plus importante, on va masquer de plus en plus la réponse analgésique. Et c'est comme ça qu'on peut expliquer l'apparition du phénomène de tolérance à la morphine. Donc ce qui est représenté donc ici schématiquement, le processus A, qui est donc la réponse analgésique, n'est pas modifié quand on regarde les processus sous-jacents. Par contre, le processus B, qui est la réponse hyperalgique, elle devient de plus en plus importante après administration répétée d'opiacés. Et donc la réponse observée est une diminution globalement de la réponse analgésique, donc ce que l'on qualifie de tolérance. Qu'est-ce qui se cache sous ce système opposant, ce système hyperalgique? Alors pour la réponse analgésique, maintenant c'est relativement bien caractérisé. Donc vous avez ici un schéma qui résume l'hypothèse. Donc vous avez activation des récepteurs opioïdes, vous avez la voie qui va vers un système inhibiteur pour donner une réponse analgésique, donc c'est la voie de gauche, et sur la droite vous avez l'activation d'une autre voie de signalisation qui met en jeu en fait un système d'un autre neurotransmetteur, le système glutamatergique, et en particulier donc l'activation des récepteurs qu'on appelle NMDA. Et l'activation de ces récepteurs NMDA, là au contraire, cette activation entraîne au contraire l'hyperalgie. Donc on a un phénomène vraiment opposé entre système inhibiteur analgésie et système excitateur via l'activation des récepteurs NMDA, hyperalgie. Donc si cette hypothèse est vraie, que se passe-t-il lorsque l'on bloque le système NMDA, lorsqu'on bloque ce côté facilitateur hyperalgique? Est-ce qu'on peut effectivement réverser, bloquer la réponse, la tolérance observée après une administration d'opiacés? Alors, il existe des antagonistes des récepteurs NMDA, en particulier le MK801, un nom barbare mais qu'on connaît bien. Donc vous avez à gauche de la diapositive la réponse analgésique, à droite de la diapositive les réponses obtenues lors d'induction d'un syndrome de sevrage avec administration de naloxone chez les animaux traités à la morphine. Donc on va commencer par la gauche de la diapositive, la réponse analgésique, donc toujours sur le test du retrait de la queue. Vous avez en rouge la réponse obtenue après administration de morphine. Et vous voyez, là encore, une réponse analgésique très forte au début, puis après, réponse qui diminue relativement rapidement, l'apparition de la tolérance aux effets analgésiques de la morphine. Et en vert, vous avez la même dose de morphine utilisée chez les animaux, mais également avec co-administration de l'antagoniste des récepteurs NMDA. Et vous voyez bien que l'apparition de la tolérance, elle apparaît, mais elle met beaucoup plus de temps que pour se mettre en place que lorsqu'il y a uniquement la morphine seule administrée. Donc en utilisant effectivement, en bloquant le système NMDA, le système facilitateur responsable de l'hyperalgie, on peut retarder l'apparition du phénomène de tolérance à la réponse analgésique de la morphine. Idem sur la dépendance physique, donc sur la droite de la diapositive, vous avez en rouge le score de sevrage obtenu avec la morphine après traitement chronique des animaux avec de la morphine seule, donc un syndrome de sevrage relativement fort. Et lorsque les animaux sont co-traités avec l'antagoniste des récepteurs NMDA, c'est l'histogramme vert, vous voyez qu'il y a une diminution des manifestations du syndrome de sevrage. Donc on peut diminuer également la dépendance physique aux opiacés. Donc cette hypothèse de système inhibiteur analgésie excitateur hyperalgie tient effectivement la route et pour l'analgésie, mais également pour les phénomènes de dépendance physique. Donc les systèmes opposants sont des mécanismes importants qui se mettent en place lorsque l'on traite les animaux de façon chronique aux opiacés. Alors, ce qui est intéressant, c'est la méthadone, puisqu'on a vu tout à l'heure que la méthadone était capable de retarder également les phénomènes de tolérance et de dépendance aux opiacés. Donc, l'idée, c'était que la méthadone pouvait faciliter l'internalisation des récepteurs, mais est-ce que la méthadone n'aurait pas également un rôle au niveau de ces systèmes opposants, puisqu'il est décrit dans la littérature que la méthadone a une action antagoniste également NMDA, donc comme le MK801. Alors, la méthadone, en clinique, vous utilisez en fait sous forme de ce qu'on appelle un racémique. Il y a deux
molécules énantiomères dans le traitement que vous donnez aux patients, l'énantiomère D et l'énantiomère L. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces deux énantiomères, seule la forme L est capable d'activer le récepteur opioïde de type mu. Par contre, les deux formes, L et D, sont rapportées pour avoir des propriétés antagonistes NMDA. Alors, si on revient sur les résultats que je vous ai montrés précédemment, donc on a vu que la méthadone était capable de retarder l'activation, de retarder la mise en place de la tolérance à la réponse analgésique de la morphine et était capable de diminuer le phénomène de dépendance physique. Alors, ça a été utilisé avec la méthadone racémique, donc aussi bien la forme D que la forme L. Donc, la forme L active les récepteurs mu et les formes L et D activent le récepteur NMDA. Est-ce qu'on peut observer le même phénomène de retard de la mise en place de la tolérance et de la dépendance lorsque l'on utilise spécifiquement la forme D de la méthadone? Donc là, on jouerait uniquement sur le système opposant puisque la forme D n'est capable que d'avoir une action antagoniste sur le récepteur NMDA mais n'est pas capable d'activer le récepteur opioïde de type mu. Alors la réponse est non. Donc c'est les résultats illustrés sur le bas de la diapositive. Donc vous avez en rouge toujours la réponse de la morphine seule et en vert la réponse de la morphine associée à la forme D de la méthadone. Donc vous voyez que l'apparition de la tolérance que l'on voit avec la morphine seule n'est pas du tout modifiée lorsque l'on n'utilise que la forme D de la méthadone. Et également, les manifestations du sevrage physique ne sont pas moins importantes lorsque l'on co-traite les animaux uniquement avec la forme D de la méthadone. Donc l'action antagoniste NMDA de la méthadone ne semble pas avoir un rôle important, en tout cas in vivo, chez les animaux, lorsque l'on regarde les phénomènes d'apparition de tolérance et de dépendance. Donc si avec la forme racémique de la méthadone, on peut diminuer l'apparition de ces phénomènes, c'est vraiment sans doute dû à la mise en place de l'internalisation des récepteurs opiacés et pas au blocage des systèmes opposants. Alors pour finir, le deuxième phénomène de sensibilisation, donc système opposant, mais également sensibilisation d'autres systèmes de neurotransmetteurs, et en particulier du système dopaminergique qui est connu pour jouer des rôles importants dans la mise en place des phénomènes de dépendance. Donc sur cette diapositive, vous avez le résultat d'une expérience réalisée avec des administrations chroniques de morphine pendant 7 jours, puis arrêt du traitement de morphine et évaluation de l'activité locomotrice 1 jour, 7 jours, 14 jours et 21 jours après arrêt de ce traitement à la morphine. Vous voyez que chez les animaux pré-traités à la morphine, c'est l'histogramme en noir, vous avez des réponses pharmacologiques lorsque l'on injecte la morphine beaucoup plus fortes que chez des animaux préalablement traités uniquement avec du sérum physiologique, les animaux contrôles. Donc cette augmentation de l'activité locomotrice observée chez les animaux est ce qu'on appelle la sensibilisation comportementale des animaux. Et cette sensibilisation comportementale est en fait due à une sensibilisation du système dopaminergique, c'est-à-dire la libération de dopamine suite à l'administration de morphine va agir sur des récepteurs dopaminergiques qui sont beaucoup plus sensibles lorsqu'ils sont stimulés par la dopamine. On a une réponse pharmacologique intracellulaire beaucoup plus importante. Donc juste je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce serait beaucoup trop long et je vois que mon temps est déjà passé. Donc, lorsqu'on traite des animaux de façon répétée avec la morphine, on a une sensibilisation d'un certain nombre de systèmes de neurotransmetteurs, en particulier le système dopaminergique, mais également des systèmes comme le système glutamatergique avec des modifications des récepteurs glutamate. Donc, pour conclure et pour résumer, donc, la régulation des récepteurs opioïdes mu, internalisation, désensibilisation, dépend de la nature de l'agoniste que l'on utilise, et je ne vous l'ai pas montré, mais également des doses administrées, puisque c'est des mécanismes qui sont dose dépendants.
Alors, ce qui est important, c'est que ces régulations peuvent être différentes en fonction des régions cérébrales dans lesquelles on regarde la régulation des récepteurs opioïdes mu. Et ça explique pourquoi on a une tolérance relativement rapide qui se met en place pour des réponses analgésiques, mais par contre, on n'a pas de tolérance pour la dépression respiratoire. Et ça, on peut l'expliquer facilement par des mécanismes de régulation différents des récepteurs opioïdes. Pour l'analgésie dans la substance grise pyréacoïdicale, par exemple, et pour la dépression respiratoire au niveau d'autres structures cérébrales, en particulier au niveau du tronc. Donc il peut y avoir en même temps des phénomènes de désensibilisation, de diminution des nombres de récepteurs et également de sensibilisation d'autres systèmes. Donc c'est des mécanismes très complexes. Derrière ce qu'on appelle tolérance-dépendance, il faut bien voir qu'on a des mécanismes très complexes qui mettent en jeu de nombreux systèmes de neurotransmetteurs. Et donc plusieurs systèmes de neurotransmetteurs sont sensibilisés. Et ça, c'est un phénomène important sur lequel il faut encore sans doute développer des études précliniques pour mieux comprendre la sensibilisation de ces différents systèmes. Voilà, je vous remercie pour votre attention.